Bienvenue à nouveau dans ce cours Management de projet qui prépare à la certification PMP. Ce chapitre 9 va traiter d'un nouveau domaine de connaissance, à savoir la gestion des communications d'un projet. Les objectifs de ce chapitre, nous allons définir la communication au sens large et la gestion des communications dans le cadre d'un projet en particulier. Nous allons identifier les différentes méthodes, technologies et canaux de communication et nous allons expliquer le modèle de communication basique et les processus qui sont impliqués dans ce domaine de connaissance. Sans tarder, il y a 3 processus dans ce domaine de connaissance. Alors, planifier la gestion des communications, gérer les communications dans le cadre de l'exécution et maîtriser les communications dans le cadre de la phase surveillance et maîtrise. La gestion des communications au sein d'un projet consiste à assurer la satisfaction des besoins en information du projet et de l'ensemble de ses parties prenantes grâce au développement de supports et à la conduite d'activités visant à assurer un échange d'informations efficace. Des concepts clés sont nécessaires pour maîtriser la communication. Si vous êtes un chef de projet qui n'a pas développé cette compétence dans d'autres occasions, eh bien sachez que vous devez maîtriser d'abord les éléments de la communication écrite, de la communication orale, la différence entre la communication formelle, informelle et la communication non verbale. Alors la communication écrite, sachez qu'il peut prendre la forme physique sur papier, mais aussi la forme digitale. Nous allons voir toutes les déclinaisons tout à l'heure. La communication orale qui peut être en face-to-face ou bien en mode virtuel. La communication formelle versus la communication informelle. Nous allons voir toute une matrice tout à l'heure qui nous donne donc chacune des situations, quelle est la meilleure combinaison à avoir entre l'écrit, l'oral et l'informel, formel. Nous allons même voir quelques exemples très pertinents. Et puis, l'importance de l'intonation de la voix, des expressions faciales dans le cadre de la communication non verbale pour être efficace. Alors, pourquoi déjà ce chapitre de communication pour un chef de projet? Sachez qu'un chef de projet passe environ 90% de son temps à assurer une bonne communication de projet. Ça peut vous étonner, 90% c'est beaucoup. Vous allez dire, comment ça se fait le chef de projet? Est-ce qu'il ne fait que communiquer? Eh bien oui, presque, si vous voulez. Quand vous tenez des réunions, quand vous appelez des gens par téléphone, quand vous rédigez un plan de gestion de projet, quand vous diffusez des documents relatifs au suivi, relatifs à l'avancement, relatifs à la maîtrise du projet, quand vous faites des présentations, eh bien, tout ça, ça constitue 90% de votre temps en tant que chef de projet, et tout ça est considéré comme de la communication. Et donc, la communication est une activité clé à maîtriser en tant que chef de projet. Mais n'oubliez pas, la communication est aussi un processus bidirectionnel. Ce n'est pas que le chef de projet qui doit maîtriser, mais également quand vous détectez des défaillances au sein de votre équipe ou parfois avec certaines parties prenantes, eh bien, vous allez devoir transmettre également un certain nombre de facteurs de réussite ou de compétences en matière de communication pour que l'efficacité soit dans les deux sens. Alors, quels sont les éléments qui nous permettent d'être efficaces dans une communication écrite? Eh bien, pour faciliter, on a appelé ça les 5 C, correct, concis, clair, cohérent et contrôlé. Malheureusement, beaucoup de malentendus et de malaise dans un projet sont générés par des erreurs de communication. Ces erreurs de communication peuvent être évitées quand vous favorisez la communication écrite au détriment de l'oral, parce que l'écrit a le mérite d'être un peu plus clair, en tout cas que l'oral, mais en même temps, il ne permet pas cette interaction qui permet de détecter si certaines choses ne sont pas comprises et de le reformuler, de le réexpliquer autrement. Donc, quels sont les 5 C? Quelle est l'explication de chacune de ces caractéristiques? Alors, quand on parle de correct, il faut que vos écrits soient corrects, qu'il n'y ait pas d'erreur de grammaire ou d'orthographe, parce que les erreurs peuvent créer une distorsion du message ou dans le message et nuire à votre crédibilité aussi en tant que chef de projet en passant. Le message doit être concis, donc évitez les mots superflus parce que ça rajoute des mots et on perd du sens quand on rajoute des mots superflus.
Par exemple, si vous voulez écrire la phrase suivante, « Je voulais vous dire que j'ai bien reçu votre message et que je vais y répondre dès que possible », eh bien, écrivez tout simplement « J'ai bien reçu votre message et je vais y répondre rapidement ». Le fait d'éliminer des mots superflus, parfois, n'oubliez pas, hein, il y a des gens qui écrivent des messages très très lents, des emails très très lents. Quand quelqu'un voit un mail très lent, hein, parfois il n'a même pas l'envie de le lire entièrement, donc il va essayer de le lire en diagonale, et quand on lit en diagonale, peut-être qu'on passe à côté de certaines choses. Donc, soyez concis, ça évite à ce que des gens vous lisent en diagonale, et donc ça vous permet d'être plus efficace dans votre transmission de messages dans un contexte de projet. Clair, hein, objectif et orienté vers le besoin de votre lecteur, c'est-à-dire mettez-vous toujours à la place de celui qui vous lit. Si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le jargon technique, ben, évitez le jargon technique. Si c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec des mots juridiques du contrat, etc., ben, évitez-les ou banalisez-les, etc. Donc, mettez-vous toujours à la place du lecteur et dites-vous comment je pourrais être clair à partir de sa perspective. Cohérent, il faut que, quand vous écrivez, qu'il y ait une suite logique d'idées. Et pour réussir ça, n'hésitez pas à utiliser des marqueurs comme des intros, des conclusions, des résumés d'idées quand vous rédigez. Donc c'est très important pour avoir donné l'impression à votre lecteur que ce qu'il est en train de lire, c'est cohérent et c'est facile et agréable à lire. Et finalement, le dernier C, contrôler. Donc c'est le flot de paroles et d'idées. Le contrôle de débit de paroles et d'idées peut impliquer parfois l'utilisation d'illustrations graphiques, parce que l'illustration graphique permet de contrôler quelque part tout ça. Voilà donc un descriptif des 5 C de la communication écrite. Les compétences en communication que vous devez développer. D'abord, l'écoute active. L'écoute active, c'est le maintien du contact avec l'orateur et le récapitulatif de la conversation visant à garantir un échange efficace d'informations. Donc, quand vous êtes dans une approche d'écoute active, vous essayez tout le temps de récapituler pour vérifier si le sens que vous avez compris est celui qui a voulu être transmis par l'émetteur. La sensibilité aux différences culturelles et personnelles, donc c'est très important que votre équipe soit sensible à ces différences et qu'on essaie d'éviter les malentendus qui sont à l'origine, dans l'origine plutôt, sont ces différences culturelles ou personnelles. Et finalement, l'identification, la définition, la gestion des différentes attentes des parties prenantes, c'est quelque chose qui va être détaillé dans le domaine de connaissances, management des parties prenantes. Alors, passons à la description des processus. Nous allons, dans les processus qui vont suivre, mobiliser beaucoup des concepts de base que nous avons vus dans les slides précédents. Alors, premier processus, qui est un processus méthodologique, planifier la gestion des communications. Planifier la gestion des communications consiste à élaborer une approche et un plan méthodologique approprié pour les activités de communication dans un projet, conformément aux besoins en information de chaque partie prenante ou groupe, aux actifs organisationnels, tenez compte des actifs organisationnels, comment les choses s'organisent déjà au sein de l'entreprise, et aux besoins de votre projet, à la nature et aux particularités de votre projet. Alors, nous avons pratiquement les mêmes inputs habituels. On va plutôt focuser dans ce slide sur les outils techniques. Alors, les outils techniques, toujours le jugement d'expert qui revient assez souvent. L'analyse des exigences en communication, on l'a décrit tout à l'heure, il faut analyser les exigences de communication de vos parties prenantes, quitte à tenir un registre dans lequel vous notez chaque partie prenante, qu'est-ce qu'elle attend de vous comme information, à quelle fréquence et sous quel format. Par exemple, si vous devez communiquer des PV de réunion, eh bien, à quelle fréquence et qui doit recevoir les PV de réunion. Si vous devez communiquer une partie d'un plan de management de projet, quelle est la partie prenante qui exige ce document, à quelle fréquence il veut le recevoir et quel est le mode de diffusion de ce document qu'elle souhaite. Et puis, les technologies de communication, nous allons
les détailler dans les slides suivants, en même temps que le modèle de communication, les méthodes de communication et les compétences interpersonnelles. Nous allons consacrer des slides pour chacune de ces techniques ou de ces outils. Bien évidemment, comme output, vous devez sortir un plan de gestion de la communication du projet. Sans tarder, les technologies de communication, vous les connaissez tous, c'est quelque chose qui est devenu tellement ancré dans notre quotidien qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'y revenir. Les médias que vous pouvez utiliser, que vous utilisez dans votre quotidien professionnel, mais également dans un projet, c'est le téléphone, le fax, le email, les outils de réunion à distance, Google Meet, Skype, Teams, etc. La messagerie instantanée avec WhatsApp, qui nous permet d'échanger aussi de la vidéo, des images, parfois même des graphiques qu'on veut échanger instantanément. Et puis, surtout, les serveurs de partage de fichiers, comme Google Drive, qui permet d'échanger en mode collaboratif un certain nombre d'informations. Ce qui est important ici, c'est que le choix, vous devez le prendre en fonction de 4 critères. L'urgence du besoin de l'information, la disponibilité et la fiabilité de la technologie, la facilité d'utilisation. Parfois, il y a des parties prenantes qui ne sauront pas forcément utiliser Teams ou ils ne disposent pas de la licence, etc. Et donc, n'intégrez pas de technologie de communication qui va créer d'autres problèmes ou d'autres difficultés. Et puis, la sensibilité et la confidentialité des informations. Eh bien, parfois, vous devez tenir compte qu'il est parfois plus sensible de parler de certaines choses au téléphone et qu'il serait mieux éviter carrément l'usage des technologies de communication pour garantir la sécurité, la confidentialité des informations que vous échangez. Alors, vous devez aussi connaître le modèle de communication dans sa globalité pour mieux maîtriser la communication dans un sens bidirectionnel entre vous et vos interlocuteurs. Alors, le modèle de communication se compose de 3 grandes composantes. Nous avons l'émetteur qui encode un message et qui le transmet à un récepteur. Et cet émetteur-là, l'encodage, il va le faire à travers 4 composantes. Et le décodage se fait également à travers 4 composantes. D'abord, le type de communication, le paralangage, le non-verbal et l'écoute active. Tout ça pourrait être perturbé éventuellement par du bruit qui interfère avec le message. Alors, on va détailler chacun de ces éléments qui composent, on va dire, le système d'encodage, décodage du message. Le type de communication d'abord, qui fait référence au mode de communication utilisé, notamment, est-ce que c'est du verbal, donc oral ou écrit? Est-ce que c'est du formel ou de l'informel? Et cette combinaison-là, nous allons y revenir dans un slide plus tard, parce que c'est très important dans votre communication, dans vos communications au quotidien dans un projet. Le paralangage fait référence aux éléments de communication verbale, principalement, uniquement plutôt, et le paraverbal accompagne les mots eux-mêmes. Par exemple, quand vous utilisez des tons différents, quand vous parlez, vous utilisez des tons différents, des rythmes différents, une intonation de la voix qui est variable, tout ça, ça accompagne les mots que vous mettez dans votre message et ça contribue à la transmission du message, à la compréhension du message parce que ça donne des indices sur l'état émotionnel de la personne et de la signification réelle qu'il veut donner à un mot. Par exemple, si une personne parle rapidement avec une voix tremblante, cela peut indiquer qu'elle est stressée, qu'elle est anxieuse, qu'elle n'est pas sûre des mots qu'il veut transmettre, etc. Donc c'est très important la dimension du paralangage. La communication non verbale, c'est ce qui se réfère, on va dire, à tous les éléments de communication qui ne sont pas liés aux mots, contrairement au paralangage. Le paralangage, c'est ce qui n'est pas verbal mais qui est lié aux mots. Le non-verbal, c'est ce qui n'est pas lié aux mots, comme bien sûr les gestes, les expressions faciales, le langage corporel, quand vous bougez votre corps. Tout ça également contribue d'une manière indirecte à la compréhension
du message, puisque ça donne également des indications sur les sentiments et les intentions de la personne qui parle. Par exemple, si une personne est assise avec les bras croisés, une expression tendue sur le visage, ben cela peut indiquer qu'elle est en désaccord ou qu'elle est mal à l'aise avec ce que vous avez dit. Donc à l'inverse, si la personne elle sourit, maintient un contact visuel avec vous, ben cela peut indiquer qu'elle est heureuse et qu'elle est intéressée par la conversation. Finalement, l'écoute active fait référence à la pratique consistant à prêter une attention totale à la personne qui parle en utilisant des techniques telles que la reformulation. Donc quand il parle, moi je reformule derrière pour m'assurer que, d'abord pour montrer que je suis dans une logique d'écoute active et pour m'assurer que j'ai bien compris ses propos. Je peux également récapituler, je peux également questionner de temps à autre pour montrer que je suis dans un intérêt total à ce qu'il dit et que je prête un intérêt total. Alors, l'écoute active peut aider à établir une communication claire et efficace en permettant aux deux parties de comprendre les points de vue l'un de l'autre. Très important, malheureusement, très souvent, vous l'aurez remarqué dans des situations professionnelles, quand vous parlez, vous avez l'impression que vous parlez tout seul. Et la personne qui est avec vous ne donne pas beaucoup d'intérêt et ça a des répercussions par la suite sur des enjeux professionnels. Donc, très important, même si vous maîtrisez l'écoute active et vous remarquez qu'il y a des membres de l'équipe qui ne la maîtrisent pas, il est très important d'essayer de transmettre cette compétence auprès des membres de votre équipe parce que ça va rendre les communications dans les deux sens entre le chef de projet et les membres de l'équipe plus efficaces. J'ai parlé tout à l'heure de la matrice de type de communication qui va combiner l'écrit et l'oral avec le formel et l'informel. Par exemple, quand vous rédigez la charte de projet, c'est une manière formelle de présenter, de communiquer sur les objectifs du projet, le titre, le chef de projet, etc., etc. Quand vous faites un courrier officiel avec papier en tête, signature, etc., c'est de l'écrit formel. Quand vous rédigez un email, c'est de l'écrit aussi, mais c'est de l'écrit informel. Quand vous faites une présentation lors d'une réunion, c'est de l'oral, mais c'est de l'oral formel parce que c'est une réunion qui va être par la suite verbalisée et vous allez pouvoir diffuser votre support, votre présentation aux personnes qui ont assisté. Et parfois également les discussions qui font partie de la communication orale, mais de l'informel. Vous allez peut-être vous poser la question pourquoi on parle de discussion comme composant de communication au sein d'un projet. Dans un projet, on doit être professionnel, on doit avoir on doit faire usage uniquement des formules qui sont professionnelles. Eh bien, c'est fou. Quand vous avez, par exemple, un problème avec un membre de l'équipe, vous n'allez pas tout de suite lui envoyer une lettre qui l'interroge sur sa performance. Ça va être dur, ça va peut-être le choquer, ça va peut-être le démotiver. Donc, dans un premier temps, on peut avoir un entretien informel, seul, avec le membre de l'équipe pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi la performance n'est pas au top niveau. Après, on peut passer à un entretien formel si on remarque que ça n'a pas donné de résultat. Cet entretien formel pourrait être en présence de son responsable hiérarchique ou du responsable RH. Et cet entretien formel, s'il ne donne pas de résultat, à ce moment-là, on pourrait aller vers quelque chose qui laisse une traçabilité de l'écrit formel. C'est peut-être tout simplement un avertissement ou quelque chose de plus fort que l'avertissement. Mais en tout cas, vous avez remarqué qu'on est passé graduellement du verbal informel vers le verbal formel, vers l'écrit formel. Donc, ce sont ces situations-là que vous devez analyser en tant que chef de projet durant la phase d'exécution pour savoir à quel moment vous devez mobiliser quelle combinaison entre l'écrit, l'oral, le formel et l'informel. Il y a un élément également qui est très important pour vous, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation de communication avec différentes personnes, vous devez apprécier la complexité de votre situation de communication. Et pour apprécier cette complexité, le modèle qui est proposé ici,
c'est une formule mathématique qui calcule le nombre de canaux de communication. Si vous êtes face à une seule personne, vous avez un seul canal, donc la communication est plus ou moins simple. Si vous êtes 3 personnes, il y a plus de canaux. Si vous êtes 10 personnes dans une salle, il y a forcément plus de canaux, mais combien de canaux pour savoir exactement quel est l'effort à faire pour maîtriser la complexité. Alors regardez la formule ici. La formule, c'est le nombre de canaux égale n multiplié par n moins 1 divisé par 2. Donc si vous êtes 10 personnes dans la salle, ça va faire 10 fois 10 moins 1 divisé par 2, 45 canaux de communication. 45 canaux de communication laissent comprendre que vous êtes dans une situation assez complexe où vous devez maîtriser l'ensemble de ces canaux pour garantir une communication efficace. Nous allons passer au processus gérer les communications qui, lui, consiste à assurer de manière appropriée, en temps utile, la collecte, la création, la distribution, le stockage, la recherche, la gestion, le suivi et l'archivage final des informations d'un projet. Très important de parler aussi de l'archivage parce que, comme on l'avait évoqué dans des chapitres précédents, quand vous faites un projet, il y a tout un héritage, il y a tout un capital connaissance qui pourra être mobilisé par d'autres chefs de projet ou par vous-même dans des projets futurs. Et tout ça, si vos communications ne sont pas correctement archivées, eh bien, vous perdez un capital très précieux. Alors, dans le quotidien des travaux d'exécution, vous communiquez. Et au quotidien, quand vous communiquez, vous devez faire attention qu'il y a des facteurs externes ou internes qui peuvent constituer des bloqueurs de communication. Et si la communication est bloquée pendant la phase d'exécution d'un projet, ça va avoir des répercussions directes sur les activités, sur la qualité des activités et sur les performances du projet. Alors, quand on parle de performance, n'oubliez pas le trio coût, les performances en matière de coût, performances en matière de délai et les performances en matière de scope, de contenu. Alors, quels sont ces bloqueurs? Il y a le bruit qui peut être dans l'environnement. Si vous êtes dans un chantier, il y a des engins qui passent à côté. À un certain moment, peut-être qu'il y a des choses que vous avez communiquées verbalement ont dû échapper à vos interlocuteurs à cause du bruit. Et donc, faites attention, intégrez toujours à votre esprit que le bruit est un bloqueur de communication qui peut avoir une incidence importante. Bien sûr, quand on a de l'expérience, ça devient quelque chose qu'on intègre spontanément. Et quand on a moins d'expérience, on ne fait pas attention à ce petit détail. La distance entre ceux qui communiquent, plus vous êtes distant, eh bien, la communication peut perdre en efficacité. Le mauvais encodage des messages, on a vu que l'encodage, c'est les types de communication, c'est le non-verbal, c'est le paralangage et c'est l'écoute active. Et bien, si tout ça n'est pas bien mobilisé, eh bien, on va perdre ça devient un bloqueur de communication, donc on va perdre en efficacité. Aussi, très important, quand on fait des déclarations négatives, commencer une phrase ou une communication par une déclaration négative peut avoir un effet de blocage direct sur les personnes qui vous écoutent. Et donc, tout ce que vous allez dire par la suite sera complètement perdu, ne sera complètement pas intercepté par ceux qui vous écoutent. L'hostilité, quand vous êtes dans une posture hostile, la langue, si vous utilisez une langue que les gens ne maîtrisent pas forcément, eh bien, faites attention, parfois ça nous échappe quand on est dans une réunion de chantier et quand on sort des termes dans une autre langue et les gens ne comprennent pas, eh bien, ça constitue très souvent un bloqueur de la communication. Et puis finalement, la culture, quand on est dans des cultures différentes, eh bien, les mots n'ont pas les mêmes sens et donc la culture devient un bloqueur de la communication. Gérer les communications est un processus qui mobilise beaucoup d'inputs, mais on y trouve pratiquement les mêmes inputs que le processus précédent, et un certain nombre d'outils techniques, les technologies de communication, les méthodes de communication, les compétences en communication qu'on a vu tout à l'heure, système d'information. Un système d'information, c'est le système que vous utilisez pour archiver toutes les informations
issues de l'exécution des activités de votre projet et les compétences interpersonnelles. Alors tout ça, on va le détailler dans les slides qui vont suivre, principalement les choses qui sont nouvelles dans ces outils et techniques. En output, vous devez ressortir les communications du projet déployées convenablement, déployées convenablement pendant les activités d'exécution. Alors, processus suivant, c'est maîtriser les communications. C'est le dernier processus de ce chapitre. C'est un processus de maîtrise. Donc, quand on parle de maîtrise, c'est toujours vérifier les écarts entre ce que vous avez planifié en tant que communication et ce que vous avez réellement exécuté, mis en exécution comme communication. Alors là, vous regardez si vous êtes, vous arrivez à satisfaire les besoins en information de l'ensemble des parties prenantes. S'il y a un écart, s'il y a une partie prenante qui n'a pas été convenablement informée, ben vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce que dès le départ, le plan de communication que j'ai établi était pas bon, ou je ne l'ai pas exécuté convenablement, et c'est ça qui a constitué des écarts, et donc par la suite certaines parties prenantes n'ont pas été tenues informées au moment opportun de certaines informations. Alors les outils et techniques, c'est principalement le jugement d'expert, les systèmes d'information de gestion. Vous devez disposer d'un système d'information fiable qui permet de diffuser l'information, principalement sur les données de performance, analyser ces données pour les transformer en informations et donc construire des décisions sur la base d'informations fiables, et les compétences interpersonnelles et les réunions. Nous arrivons donc au terme de ce chapitre, gestion de la communication au sein d'un projet. Vous allez avoir une vidéo qui récapitule tout ça sous forme de quiz, avec des questions, mais plus tard des réponses, des explications à ces réponses. J'espère vous retrouver au prochain chapitre qui va porter sur la gestion des risques au sein d'un projet. À très bientôt.